Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La belle et la bête de la controverse. C'est la malheureuse surprise qu'a eu le dessinateur Jules, dont l'album commandé par l'Éducation nationale s'est finalement vu censuré. On en parle avec lui dans la première partie de notre émission. La 30e édition des Ovalie Unilassal, le plus grand tournoi de rugby universitaire solidaire d'Europe, aura lieu les 9 et 10 mai prochains à Beauvais. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan vous nous emmène en Suisse où le principe d'éducation non violente entre dans le Code civil. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Guillaume Buan. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter, 2 semaines après l'attaque au couteau du lycée Notre-Dame de Toutes-Aides de Nantes, une information judiciaire est ouverte. Et on rappelle qu'une lycéenne de 15 ans avait perdu la vie, que 2 autres avaient été blessés par l'un de leurs camarades. Une information judiciaire est donc ouverte pour assassinat, tentative de meurtre et violence aggravée par 3 circonstances. L'occurrence notamment avec une arme au sein d'un établissement et avec le visage dissimulé. Les investigations sont menées par un juge d'instruction. Autre sujet avec cette question, que se passe-t-il au sein de l'université Lyon 2 ? Le vice-président a démissionné à la suite de pression. Et il a publié un communiqué suite au harcèlement et à la campagne de dénigrement public dont je suis l'objet depuis plusieurs semaines, en raison notamment de prise de position personnelle relative à la situation entre le Liban et ainsi que la Palestine. J'ai décidé de quitter mes fonctions. Ce sont les mots de Willy Beauvalet, donc ex-vice-président de l'université Lyon 2. Tout a commencé avec une publication sur les réseaux sociaux de Willy Beauvalet où il réagissait à la mort d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, un message que certains assimilent à l'apologie du terrorisme, une prise de position qui a été jugée intolérable notamment pour un responsable de l'Uni à Lyon. À notre sens, il ne représentait pas du tout les valeurs qui doivent être celles de l'université française et donc on est ravis de cette démission. Enfin, c'est ubuesque quoi, on marche sur la tête, on ne comprend pas vraiment comment est-ce qu'un enseignant et qui plus est vice-président de l'université pouvait continuer de siéger à ce poste. Réaction de l'autre syndicat étudiant, l'UNEF, cette fois-ci la démission n'est pas une solution, écoutez. Ce qu'on déplore et ce qu'on critique énormément, c'est le fait qu'on est quand même un membre de l'administration d'une université qui a dû démissionner face à la pression de l'extrême droite. C'est quand même extrêmement grave dans nos universités. Une démission qui intervient alors que le contexte est tendu au sein de l'université. On rappelle qu'au début du mois d'avril, un maître de conférence avait été pris à partie, insulté, notamment au cri de raciste et de sioniste, alors qu'il assurait un cours. Des personnes cagoulées avaient notamment fait irruption. On en avait parlé ici même. Mobilisation et incompréhension au lycée du Golfe de Saint-Tropez après la réintégration de 2 jeunes exclus pour des faits de harcèlement. Une centaine de professeurs a été effectivement en grève hier. Une mobilisation contre la décision du rectorat de réintégrer 2 élèves exclus après des faits de harcèlement, de cyberharcèlement, d'insultes ou encore de brimades envers de l'une de leurs camarades. Les parents des auteurs des faits avaient fait appel et avaient notamment un avocat. Le rectorat a décidé de prononcer une exclusion en sursis. Marie Guiraud est professeure de français. Elle pointe une décision qui est incohérente face à la tendance du moment, la lutte contre le harcèlement. Nous sommes inquiets pour les élèves victimes qui vont devoir côtoyer les élèves qui les ont harcelés auparavant. C'est le décalage qu'il y a entre les annonces officielles et médiatiques sur le harcèlement et finalement ce qui se passe quand nous on prend une décision d'exclusion pour des faits de harcèlement. Alors, je l'évoquais précédemment, les 2 ont fait appel et avaient notamment un avocat, ce qui n'était pas le cas de la victime. Geneviève Claire est représentante du syndicat SNES-FSU. Il faudrait que l'institution propose un avocat et prenne en charge la représentation de la victime, parce que sinon, ils ne sont pas à égalité. Alors, réponse du rectorat, en cas de nouvelle bavure, eh bien cet élève sera de nouveau exclu. D'ailleurs, cette décision ne remet pas en cause la parole des victimes, dont l'accompagnement, je cite, demeure une priorité. En Gironde, 3 jours après l'agression d'un élu par plusieurs personnes impliquées dans un rodéo urbain, 4 jeunes ont été placés en garde à vue. Il s'agit de 2 majeurs âgés de 18 et 21 ans, 2 mineurs également de 15 et 17 ans. Ils ont été interpellés dans le cadre de l'enquête qui est ouverte depuis dimanche pour identifier les auteurs de cette attaque, les agresseurs qui auraient refusé de cesser leur rodéo d'après le procureur de la République. La victime donc n'avait pas fait état de sa qualité d'élu. Il avait tout simplement demandé d'arrêter les rodéos, mais ce dernier a été pris à partie et violemment frappé avec un objet métallique avant d'être roué de coups par terre. Il a été admis aux urgences. Il souffre de plusieurs fractures, notamment au niveau du visage. Il a aussi une incapacité temporaire de travail d'une dizaine de jours. Poursuivons avec les résultats du
troisième baromètre du sexisme dit ordinaire au travail, réalisé par l'Association française des managers de la diversité. À l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, et ce chiffre, 77% des femmes sondées restent confrontées aux attitudes et décisions sexistes au travail, un chiffre qui est en légère baisse par rapport au précédent baromètre, mais qui reste toutefois alarmant. Un sexisme ordinaire qui prend d'ailleurs de multiples formes. 3 femmes sur 4 déclarent être confrontées à des blagues sexistes. 40% se disent déjà avoir été interpellés par un homme via un qualificatif sexiste, par exemple ma grande ou encore Miss. Et puis un homme sur 2 pense que ces expressions sont bienveillantes, voire flatteuses. Alors femmes et hommes sont d'accord pour que les lignes puissent bouger. Écoutez Brigitte Grésy, elle est ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui leur manque, c'est de se rendre compte que les femmes veulent de la considération. Elles veulent un sentiment de légitimité. Dès qu'on rentre dans le concret, ils n'ont plus le même diagnostic ni la même conception des moyens que les femmes. Les quotas, non, on ne va pas accélérer le mouvement, il faut mieux décélérer. Et surtout, certains disent que cela risque de discriminer les hommes. Et face à ces situations, pour ne pas subir justement ce genre de comportement, il y a une femme sur 2 met en place des stratégies d'évitement, soit en privilégiant certaines tenues ou encore simplement en évitant certaines personnes au sein des entreprises ou même ailleurs. En Alsace, 2 classes d'une école maternelle ont été dégradées. Les cours n'ont pas pu reprendre hier. C'est la mairie d'Osteval qui a été prévenue dimanche. Des individus qui se sont introduits dans le bâtiment avec notamment de la colle, des jets de peinture partout après avoir ouvert les placards, que ce soit sur les meubles, les murs ou encore les sols. L'école notamment s'est faite à la maison hier. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas faire ainsi, il y avait une solution de garde. Sachez que l'école a été nettoyée et les élèves ont pu reprendre les cours ce matin. Les vidéosurveillants sont en cours d'utilisation et d'identification. L'école a porté plainte. En bref, accusé d'avoir édulcoré un rapport sur l'établissement privé parisien Stanislas, l'inspection générale de l'éducation assure ne pas avoir modifié, je cite, le document après sa validation. Oui, le rapport transmis à l'autorité ministérielle correspond à la version validée par l'ensemble des inspecteurs généraux missionnés à l'issue des relectures. C'est ce qu'affirme le service. En fait, il y a une semaine, la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires a annoncé l'audition prochainement des inspecteurs de l'éducation nationale qui avaient mené cette enquête en 2023. La commission qui a reçu un courrier d'une inspectrice qui avait effectué ces contrôles et qui laisse entendre que le rapport avait été édulcoré par rapport aux témoignages qui étaient recueillis, notamment autour du climat plutôt homophobe et raciste de l'établissement. La commission a reçu aussi un autre courrier de la part d'une deuxième inspectrice qui, là aussi, est à la retraite. Ils seront donc entendus prochainement. Et on suivra bien sûr l'affaire de très près. Pour finir, en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre veut frapper fort et propose d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Et on compte bien le nombre de pays qui souhaitent interdire l'accès aux réseaux sociaux. Une proposition de loi qui sera soumise notamment à ces partenaires de la coalition qui sont au pouvoir et qui obligerait les plateformes à prendre simplement des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'y accéder. En cas de non-respect, le texte prévoit une amende d'1 million d'euros environ pour ces entreprises. Alors à ce stade, on ne sait pas qui sera concerné et quelle plateforme. Il est temps toutefois de faire peser à ces plateformes la responsabilité de protéger les enfants vulnérables contre le cyberharcèlement ou encore l'exploitation. C'est ce qu'affirme le chef du gouvernement. Là aussi, on suivra cette évolution. Merci beaucoup Guillaume. Sur le papier, tout allait bien et l'un des plus grands dessinateurs français réécrit ou plutôt réillustre le classique de la littérature La Belle et la Bête dans une version donc modernisée. Un livre commandé à plus de 800 000 exemplaires par l'Éducation nationale et puis là, patatras, le résultat ne plaît pas, dit-on pas adapté, assure le ministère. D'autres invoquent bien entendu la censure. On va en parler avec le dessinateur Jules. Bonjour Jules, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous doit beaucoup de succès, de nombreux succès, entre autres Silex and the City, ou encore Les Aventures de Lucky Luke. Également celui-ci, cette petite perle qui vient de sortir. Ouh là là, j'ai hâte de vous en parler. C'est pas tout à fait l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais finalement, quoique. 30 millions d'orgasmes, la vie sexuelle des animaux, dessin de Jules et texte de Mine, le livre que les animaux ont voulu interdire, je confirme, au Rocher Robert Laffont, bien entendu. On va en dire quelques mots à la fin de notre entretien, mais
parlons quand même de cette épopée, cette histoire aussi folle que triste, je me permets de le dire comme ça, celle d'un conte qu'on vous propose donc de revisiter, d'illustrer dans le cadre de l'opération Un livre pour les vacances, qui vise donc à offrir aux élèves de CM2 un livre pour les vacances avant l'entrée au collège. Et donc tout commence avec cette commande, une commande avec donc cette illustration nouvelle que vous proposez, donc une sorte de réécriture un peu du conte, du moins, avec ce côté féerique que vous conservez. Et tout cela avec la valse des ministres qu'on connaît, puisqu'il y en a eu quelques-uns, en éducation notamment, donc Nicole Belloubet, Anne Genetet, Elisabeth Borne, et tout cela donc qui se passe merveilleusement bien au début. Oui, et c'est une opération qui existe depuis Blanquer, en fait. Donc, chaque année, tous les lycéens de CM2 et une cohorte pas de lycéens, bien sûr, d'écoliers, une cohorte, c'est à peu près 900 000 élèves. Donc, rendez-vous compte, c'est un tirage considérable. Et évidemment, toutes les familles n'ont pas de livres chez eux, ne fréquentent pas forcément les librairies ou les bibliothèques. Et c'est une façon, en fait, de rendre accessibles des classiques, des grands classiques, du patrimoine qu'on aime tous. Il y a eu Homère, il y a eu La Fontaine, il y a eu Giono auparavant. Et cette année-là, quand on m'a proposé d'illustrer à mon tour un classique, il s'agissait de La Belle et la Bête. Et alors je passais après plein d'autres dessinatrices et dessinateurs très chouettes, et j'étais très content d'embarquer dans cette aventure, d'autant que voilà, c'est une belle idée, très républicaine, cette idée de promouvoir cette espèce de culture commune qu'on perd un petit peu, avec la segmentation des écrans, avec le fait qu'on lise de moins en moins. Et donc, je m'engage dans cette aventure. Mais plutôt positif, c'est-à-dire que déjà La Belle et la Bête, ça vous parle ou pas comme... Oui, et puis c'est-à-dire que j'aurais pu tomber sur quelque chose de plus difficile à illustrer. Là, c'est très amusant, parce qu'évidemment, il y a des personnages hauts en couleur, il y a un monstre, pour un dessinateur, c'est formidable. On se dit, à quoi va ressembler la bête? Et alors, le texte, c'est un texte qu'on n'a absolument pas changé. On n'a pas réécrit le conte, on l'a illustré. Et en fait, c'est le texte du XVIIIe siècle, de l'autrice de l'époque, qui s'appelle Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Alors, la plupart du temps, on ne sait pas que c'est un texte qui est écrit par une femme. Je me permets juste d'ajouter, j'ai dit un peu réécriture parce qu'on a tendance, assez souvent et malheureusement, à occulter un peu ou diminuer le travail des dessinateurs. Or, il est tout aussi important que le travail des auteurs, et d'autant plus que et on le verrait aussi dans cet ouvrage-là, lorsque vous illustrez, évidemment, il y a à la fois le dessin, mais une portée. Ça apporte quelque chose. Et ça donne aussi comme une espèce de petite fenêtre ouverte sur quelque chose qui pourrait impressionner. Parce qu'un gamin de 11 ans, à moins qu'il soit dans les beaux quartiers de Paris, il ne va pas forcément vers un texte du XVIIIe siècle. Non. Pour autant, et là on était bien tombé cette année, parce que la langue est très très claire, très limpide. Il n'y a pas besoin de faire des petites notes en bas de page pour expliquer tel ou tel terme. Vraiment, c'est quelque chose d'accessible. Et on connaît bien sûr l'histoire de La Belle et la Bête, parce qu'il y a eu Cocteau d'abord, et puis évidemment Disney. Et donc les jeunes générations connaissent surtout le grand dessin animé de Disney. Et me voilà en train d'illustrer ce texte très fidèlement, d'une certaine façon, mais avec ce petit twist, cette petite différence qu'il y a des allusions à notre monde contemporain. Mais c'est pour ça qu'on vient vous chercher, Jules, aussi. Parce que moi, mon travail, c'est un travail un petit peu justement où il y a de l'ironie, de l'espièglerie, où on mélange un peu les genres. Silex and the City, on parle d'aujourd'hui en peau de bête, c'est des hommes en 40 000 avant Jésus-Christ. Lucky Luke, il y a des problématiques qui font encore écho avec notre époque, même si on est à la fin du 19e. Ces allers-retours-là, ils me sont très familiers et ça marche très bien. C'est assez populaire. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Et puis, évidemment, l'humour, c'est quelque chose qui permet de tout faire passer. C'est un peu une baguette magique. Donc, on fait ça tous ensemble, tout le monde est très très content. Donc, attendez, c'est important de le dire. Donc, ça veut dire que les cabinets des différents ministres qui se succèdent sont tous au courant. Me commandent le livre, le suivent et sont ravis de tout ça. On fait quelques navettes, quelques échanges. Alors les sœurs méchantes, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, c'est la Belle, elle a 2 sœurs qui sont méchantes et elle va pour sauver son père, se donner à la malédiction de la Bête. Et ces 2 sœurs, je les dessine vraiment moches et déprimantes. On me demande quelques petites modifications, tout va bien. Et c'est en fait à la veille de l'impression de ces 900 000 exemplaires que tout d'un coup, patatras, on nous signifie l'abandon et la censure de ce bouquin, l'abandon de l'opération. Tout le monde tombe des nues, alors qu'il y avait eu une préface dithyrambique. J'allais y venir. Ouais. Elisabeth Borne écrit « C'est extraordinaire, quel génie, c'est formidable, il y a un peu de la modernité, c'est rigolo, on va découvrir ce texte, c'est beau ». Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. S'il y a eu préface, ça veut dire qu'il y a eu lecture déjà. Alors il y a eu lecture et on sait bien.
À la fois des textes et des dessins. On sait bien, hein, dans la vie politique trépidante, que les gens n'écrivent pas leurs propres discours, que les gens n'écrivent pas leurs propres réformes. Ils se contentent de les valider, de les signer, et c'est d'une certaine façon presque naturel. Mais quelque chose qui est tiré 1 million d'exemplaires, évidemment, on considère que ça vaut bien 2 minutes de lecture ou de relecture de la part des concernés. D'ailleurs, on peut espérer que Elisabeth Borne, faute de l'avoir écrite, a lu sa propre préface. Mais tout à coup, la voilà en porte-à-faux avec son administration et on ne sait pas exactement à quel moment ça a décroché, mais ça a été un fiasco considérable et c'est quelque chose de regrettable. Ah bah c'est plus que regrettable, oui. Alors on va parler effectivement de ce qui fâche. Peut-être déjà on commence par la couve, parce que j'ai vu que France Info, mes collaborateurs, mes comparses de France Info ont eu la chance d'avoir un exemplaire. En tout cas ils se l'ont procuré, ils ont avoué. Moi je n'ai pas eu cette chance. Mais donc si je me réfère à ce qu'ils disent, la couverture, donc on découvre l'illustration une couverture jaune de la fameuse bête, sorte de créature poilue, noire, aux yeux jaunes, qui porte des bottines bleues, prend la pose toute dans dehors, se fait un petit selfie. On voit bien donc les codes actuels évidemment, avec le smartphone de Belle, qui est une jeune fille aux yeux et aux cheveux noirs, en basket, qui fait un V avec un doigt. Moi je le fais comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Et qui en tout cas se retrouve pas dans les codes classiques de la petite princesse avec les cheveux lisses, blonds et les yeux bleus. Voilà, et c'est des codes classiques relatifs d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant dans La Belle et la Bête, et j'ai pas du tout voulu distordre le texte d'origine, il n'y a pas de description. On ne dit pas déjà dans quel pays on est, on ne dit pas à quelle époque on est dans le texte, mais on ne dit pas aussi à quoi ressemble la Belle. Il y a des contes où c'est très important. Blanche-Neige, elle a la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme l'ébène, etc., les lèvres rouges. Bon, il n'y a pas ça. Donc la Belle, elle pourrait être comme on veut, on est assez libre. La Bête non plus, bizarrement, parce qu'on imagine toujours que c'est forcément une espèce de demi-loup, demi-chien, loup-garou, comme ça. En fait, la Belle, ça pourrait être un asticot géant, ça pourrait être Pikachu, ça pourrait être n'importe quoi, en fait, ou voilà, un extraterrestre ou un robot. Oui, mais il correspond à des codes de beauté, puisqu'elle s'appelle la Bête. Elle fait peur, c'est un monstre. La Bête, on l'entend respirer. Elle a des qualités morales, il y a des descriptions morales. La Belle, elle est bonne, elle est courageuse. La Bête, elle est profonde, elle est désespérée, mais elle fait peur. Mais c'est tout. Et donc, c'est génial pour un illustrateur. Et donc, moi, je m'en suis donné à cœur joie. Cette bête, justement, à la fois, elle fait peur, mais c'est un peu des personnages comme un monstre dans Miyazaki. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit côté mignon, malgré tout. C'est un peu comme... Vous connaissez les Barbapapa? Dans la série des enfants des Barbapapa, il y en a un qui n'est pas comme les autres parce qu'il est tout noir et tout poilu. Et c'est Barbouille, en fait. C'est l'artiste dans la famille. Et donc, c'est à mi-chemin entre Miyazaki et Barbouille dans Barbapapa. Et donc, tout ça est, je dirais, assez mignon. Une bête qu'on finit par aimer, puisque c'est aussi le conte, justement. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, c'est que quand, à la fin, la bête se transforme en prince charmant, a priori, il rentre dans les codes du conte à ce moment-là. J'ai décidé de faire un personnage de manga, en fait, un prince comme on trouve dans les mangas, c'est-à-dire assez lisse, assez stéréotypé, comme ça, avec un peu les cheveux en bataille et puis une peau parfaite. Et on se rend compte que le prince, quand il est devenu beau, peut-être qu'il est un petit peu, il est pas si beau que ça et qu'on préférait la bête, qui était beaucoup plus sympathique. Un peu trop lisse. Mais oui, voilà, moi je prêche pour ma paroisse. Regardez, je suis tout poilu comme la bête. Et vous regardez, mais voilà, vous avez les cheveux bruns comme la Belle. L'histoire commence ce soir. Je sais pas, mais en tout cas la Belle, elle a les cheveux un peu frisés, un peu qui correspondent pas. Donc on le disait au code, c'est ce que vous avez dit dans plusieurs interviews que j'ai relu. C'est pas la sortie de messe à Versailles. C'est sûr. Mais par contre, ça ressemble vraiment à la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire cette France qui a aussi un Sud. C'est ça qui est intéressant. Un peu plus mat, mais c'est-à-dire on pourrait être à Montpellier, à Béziers ou à Marseille, et on pourrait être à Athènes, à Naples, à Alger, à Salonique. Et c'est ça qui coince ou pas alors? Premier argument. Non, mais alors c'est en fait ce livre qui est finalement en tout point, je dirais... inoffensif dans ses représentations, mignon, rigolo, facétieux, n'a comme grande différence par rapport aux représentations classiques qu'on avait eues jusqu'alors que, effectivement, le traitement de cette famille un peu héroïque, avec toutes sortes d'aventures, moins blond que d'habitude. Voilà. Et c'est vraiment triste d'imaginer que presque 1 million d'élèves vont être privés d'un bouquin pour des raisons obscures
et flippante, en fait. Donc, obscure et flippante, et ce n'est pas la seule raison. Vient l'argument de l'âge. Je cite, les illustrations de La Belle et la Bête abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, tels que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Oui, alors, en fait... ils évoquent les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a les deux sœurs méchantes de La Belle qui sont sur leur téléphone toute la journée. Alors que La Belle, elle lit des livres, elle écoute de la musique, elle joue du clavecin. Donc en fait, vous rentrez dans les codes. Non, mais finalement, mais surtout le modèle qui est mis en avant pour ces enfants qui sont perpétuellement entourés de smartphones, c'est de dire que voilà, c'est-à-dire que les héros aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à faire un petit pas de côté et à sortir un petit peu de tout ça. Donc a priori, ça devrait aller dans le sens justement vertueux de dire que voilà, attendez, calmos sur les réseaux sociaux, évidemment. Première chose. Et ensuite, les réalités sociales complexes, c'est un terme qui veut un peu rien dire, c'est assez rigolo. C'est comme si on s'imaginait que les Dalton qui braquent les banques dans Lucky Luke, c'est une réalité sociale complexe, ou les Raptou dans Picsou, qui sont des gangsters, c'est une réalité sociale complexe. Est-ce que finalement l'alcool, avec le capitaine Haddock qui boit du whisky dans Tintin, c'est une réalité sociale complexe, ou Astérix et Obélix qui boivent de la cervoise, c'est une réalité sociale complexe? Alors peut-être. Mais ce qui voudrait dire, c'est ni Tintin, ni Astérix, ni Tommy Ungerer, dans le géant de Zeralda, voilà, il y a des ivrognes qui dorment sur leur bouteille de vin, sur leur tonneau de vin, etc. Donc en fait, la suite qui nous attend, c'est ça? Ce sont que des livres à paraître avec plus d'alcool, plus de cigarettes, des filles qui effectivement lisent des bouquins uniquement et basta? Mais surtout, on a l'impression que c'est des espèces de prétextes bidons qui ridiculisent un peu les gens qui les mettent en avant parce que ça correspond à rien ni du réel des enfants d'aujourd'hui, mais ni du réel des enfants de jamais, en fait. À aucun moment, l'enfance n'a été mise dans une espèce de Tupperware qui, tout d'un coup, la priverait de contact avec l'extérieur. Et précisément, les livres pour enfants et l'humour, ça leur permet justement d'affronter des choses qui les entourent, de découvrir le monde et, si possible, en plus, d'apprendre cette chose extraordinaire qui est l'ironie. Et l'ironie, c'est un trésor français. Il y a la langue du XVIIIe siècle. Il y a Jeanne-Marie, le prince de Beaumont et La Belle et la Bête. Ça, c'est un trésor français. Mais l'ironie aussi. Et d'ailleurs, cet humour-là, cet esprit, bon, c'est pas seulement Rabelais, c'est cet esprit fin du XVIIIe siècle, cet esprit du mot d'esprit, et cette chose-là qui fait que la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres, mais qu'il y a justement une libre pensée, un goût de la discussion, de la contradiction, du débat politique. Tout ça, c'est hyper important, d'en donner les petites bases aux enfants. Puis vous donnez matière à rire, effectivement, quand on découvre l'illustration, ça encore, c'est les camarades de France Info qui balancent, si je puis dire, qui prend la pose, donc la famille en question qui prend la pose autour d'une voiture décapotable rose, garée sous un palmier, enfin, le cliché total, les deux grandes filles qui se maquillent, portent des vêtements de la marque Moche et Gabbana, qui utilisent leur smartphone, encore une fois, etc. et tout. Bon, on est vraiment dans le cliché total, donc ce sont des arguments, bon, est-ce que ce sont vraiment des arguments pour retoquer ce livre? On l'a compris. Manifestement non. Mais là où on part sur un autre sujet, et là on va bien plus loin, c'est qu'on a été jusqu'à parler de racisme. Et j'y vais, on vous taxe en gros de racisme. Une source au sein du ministère citée par le magazine Marianne a cependant estimé que la représentation du père de La Belle, qui aurait pu être perçu comme nord-africain joli, parce que je cite, nord-africain, et ce livre à l'import de contrefaçon, donc depuis l'Algérie, lui paraissait très problématique. On flirte, je cite toujours, avec une forme de racisme, quoi qu'en pense l'auteur, ou tout au moins avec des clichés. Bah ouais, en fait, c'est devant les contradictions d'Elisabeth Borne, le ridicule dans lequel ils se sont vautrés tous autant qu'ils étaient, ils ont essayé c'est de la communication politique, et on sait bien ça, d'inventer n'importe quoi. Et souvent, quand on essaye de patiner dans la purée comme ça, on va direct au pire. Et donc, on raconte n'importe quoi sur un livre. Et ce qui est bien, c'est que ce livre, il sort le 18 juin et il va se rendre justice lui-même. C'est-à-dire, ce livre qui est rigolo et où tout ce qui est raconté là, en fait, est tellement aberrant. C'est de l'ordre de la réalité alternative, comme aiment bien en faire les Américains. C'est-à-dire que c'est du délire interprétatif. Et quand on regarde ces dessins, on voit bien que je ne sais même pas de quoi il parle. Non seulement c'est déloyal, mais c'est répugnant. Et en fait, par ailleurs, les traitements médiatiques qui disent une source venant du ministère qu'on ne connaît pas, etc., c'est vraiment une façon juste d'avaler des espèces de prêt à consommer que donnent les services de communication du ministère à travers un journal qui est censé être un journal sérieux. Et puis, c'est triste dans la mesure où, en fait, le livre, il est pour tout le monde et il est très mignon et
il dément la totalité de ce genre de délire. Donc, je peux rien dire d'autre que ça, parce que c'est dommage. Et puis, ça n'honore pas ni les auteurs de cette communication, ni le ministère, ni les médias qui le relayent, parce qu'on est dans une espèce de... Voilà, de monde parallèle. Vous l'avez bien compris, qui est répugnant. Nous, on relaie pour d'autres raisons, bien au contraire, pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il y a une controverse sur cette histoire. Cette censure, on a un peu de mal à la comprendre. En tout cas, je vais endosser ce rôle-là de dire que j'ai du mal à la comprendre. On parle clairement de censure, de dérive, vous l'avez dit, préoccupante, délirante, inquiétante. Est-ce que pour vous, c'est un peu le spectre de l'anti-wokisme à l'américaine qui plane, qui tout d'un coup... Galope arrive ici, ou il est déjà là, remarque. Hein. Mais je sais même pas de ce que c'est wokisme ou anti-wokisme, parce que là, on est complètement... c'est très bizarre que ces débats fassent irruption à propos de ce livre-là pour les CM2. C'est un livre où il n'y a pas les thèmes qui, d'habitude, soulèvent des polémiques à travers la France, entre la gauche, la droite, etc. Il n'y a pas du tout ces thèmes-là. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de questions raciales, de questions religieuses, autant de choses qui en général sont très explosives et polarisent les gens. Là, il n'y a pas du tout ça. Il y a juste la nullité d'un certain nombre de gens qui ont fait n'importe quoi dans un processus qui était pourtant bien huilé, qui était vertueux, qui était porteur des valeurs républicaines. Et donc, c'est ni wokisme, ni pas wokisme. Quoi que ça veuille dire, de toute façon, on parle de complètement autre chose. Et c'est ça qui est bien quand même. Je suis hyper content que le bouquin sorte malgré tout, avec un tirage divisé par 4000, qui est un trou d'air assez inédit dans le monde de l'édition. Mais il peut y avoir, vous savez, de nouveaux tirages, compte tenu du succès qu'on vous souhaite. J'espère, parce que plein de gens ont été quand même curieux de voir ce livre et en disant, mais on marche sur la tête. Et ce qui est drôle, c'est que aussi bien, je dirais, des gens qui sont de la gauche radicale que des gens qui sont de la droite républicaine ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on délire complètement avec cette histoire. Laissez-nous vivre et lire et rire ensemble, parce que précisément c'est l'objet de ça. Rire, dénoncer et puis favoriser l'esprit critique, enfin le développer en tout cas. Voilà, et puis cesser de polariser artificiellement une espèce de société qu'on n'a pas besoin. Il y a une espèce de magie de cette espèce de sortie de l'enfance, la fin de l'école primaire, avant d'entrer au collège. C'est ce moment-là qu'on essaie d'accompagner avec ce bouquin. Cette magie-là, elle n'a pas besoin de cette dégueulasserie-là. On a juste besoin de ce rire et de cette profondeur et de cette beauté issue des siècles passés, de cet héritage-là. Il est génial, en fait. Moi, je l'ai découvert, le texte, et j'ai envie que tout le monde le lise. Bah bien sûr, nous aussi, évidemment, on a envie que tout le monde le lise. Donc c'est une couverture jaune. Tu peux la remettre, Laura, s'il te plaît, qui est en régie. Voilà, La Belle et la Bête que vous voyez paraître ici. Les éditions, c'est les éditions de la RMN, Réunion des musées nationaux. C'est pas un très gros éditeur, et donc pour lui, c'était encore plus un choc. Il n'a pas l'habitude de bagarre comme ça. Bah écoutez, il aura une communication énorme, en tout cas. Voilà. Autre livre qu'il faut s'empresser d'acheter, 30 millions d'orgasmes, j'en ai parlé au début de notre échange. Juste un tout petit mot, parce qu'évidemment, le temps compte, et vous le savez. J'ai parcouru déjà la couve, elle est absolument fantastique. Livre que vous avez donc proposé, produit avec Mine, qui a écrit donc les textes, le livre que les animaux ont voulu interdire. Pourquoi cette idée de bouquin? C'est un livre un peu hybride, comme j'aime bien faire. Je l'ai fait avec la philosophie, avec Charles Pépin, qui écrivait des essais de philo, et puis moi je faisais des dessins rigolos. Et là, en fait, ce sont des articles très sérieux sur la vie sexuelle des animaux. Alors, il y a les dauphins, il y a les girafes, il y a les punaises de lit, il y a les chats, les chiens, les porcs-épics. C'est assez intéressant, en fait. Et c'est très rigolo. Et donc, moi, il m'a été donné de faire des illustrations marrantes sur ces thèmes. Donc, à la fois, on apprend des choses très sérieuses et on hallucine sur l'ingéniosité du vivant pour se reproduire, se séduire, procréer. Tout ça, c'est assez fou. Moi, j'ai appris trop de choses avec ce bouquin. À la fameuse phrase, pardon de nous couper, mais on dit on n'est pas des animaux, en fait. Les animaux ont un cœur aussi. Il y en a certains qui sont romantiques. Il y en a qui sont romantiques et il y en a qui sont hardcore aussi. Ça ressemble un peu aux humains, finalement, mais en plus intense. Voilà. On s'est dit qu'on allait faire une opération, un livre acheté, un orgasme offert. Donc, mais, écoutez, moi, je ne l'ai pas acheté, mais si je pouvais avoir l'orgasme avec, je vous remercie. Vous l'aurez en service de presse, c'est les journalistes, c'est comme ça. Sur cette couverture absolument géniale. Ce dessin que j'adore, ce cœur avec ces animaux. Alors là, on ne le voit pas très bien, forcément. Et Romain, si tu peux faire, Romain Luc, le réalisateur, un méga, s'il te plaît, zoom. Voilà, c'est un accouplement géant et vous pouvez choisir si vous êtes la tortue, le poulet ou l'orang-outan.
Bah écoutez, j'ai peut-être la chance de la poulette, hein, ça me va bien moi. Tiens, je sais pas ce qu'elle a comme idée de l'orgasme, mais disons que c'est un peu dur les oiseaux. c'est un peu dur. Préfère à la girafe. Merci en tout cas, Jules, d'être venu sur le plateau nous parler à la fois de donc ce livre qui va sortir et on est bien content de La Belle et la Bête que vous avez donc illustré, ainsi que de 30 millions d'orgasmes parus chez Robert Laffont, La vie sexuelle des animaux. Merci à vous, Jules. Merci. On va marquer une courte pause en Grand JT, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Romane Jumel, bonjour. Bonjour. Également Zoé Janssen, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux étudiantes et organisatrices des Ovalies Unilassal. Alors on va en dire un petit mot. Soit je commence, soit vous le faites. Je pense que franchement, autant vous donner ce bébé, puisque chaque année ça change. Chaque année, ce sont de nouvelles personnes qui s'en occupent. 30e édition donc des Ovalies Unilassal. Peut-être un petit mot, Romane. Et oui, donc c'est les 30 ans cette année des Ovalies Unilassal. Donc c'est le plus grand tournoi de rugby universitaire à but solidaire d'Europe. Et donc, on est fiers aujourd'hui de pouvoir vous les présenter. C'est donc un tournoi de rugby à 15, rugby à 7 masculin, à 7 féminin, rugby pom-pom, rugby en fauteuil et pom-pom également. C'est quoi pom-pom? Moi, je ne connais pas, pardon. Pom-pom, c'est donc des chorégraphies, donc c'est pas que Pom Pom Girl, c'est Pom Pom Boy également. Ça vient des États-Unis. En fait, c'est un peu différent du cheerleading. D'accord. Mais donc c'est des chorégraphies pour supporter les rugbyman. Très bien, ouais, j'apprends plein de trucs, moi je suis ravie. Donc au-delà de ça, de toutes ces formes de rugby qui seront représentées, c'est quand même, il faut redire, parce que c'est un tournoi solidaire et qui est vraiment le plus grand d'Europe, donc c'est absolument énorme. Les Ovalies Unilassal, 30e édition, 9 et 10 mai, ça se passe à Beauvais, à côté de Paris. On connaît bien Beauvais parce qu'il y a un aéroport maintenant, mais c'est aussi un très bel endroit, Beauvais. Organisé par 83 élèves ingénieurs dont vous faites partie. Oui, tout à fait. Exactement. Chaque année ça change et donc vous vous êtes dit, j'imagine il y a 1 an et demi, ah chouette, ça va être peut-être mon tour bientôt de pouvoir organiser ce tournoi-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'une et l'autre? Peut-être que je vais commencer aussi par vous, Zoé Janssen. C'était le côté engagement solidaire, le côté rugby, parce que peut-être que vous aimez ça? Alors, le rugby, je ne suis pas une professionnelle, du moins je ne l'étais pas avant les Ovalies. Déjà, le côté engagement solidaire, parce que les Ovalies, quand même, en 30 ans, ont permis de reverser plus de 800 000 € à des associations, donc pour aider des causes qui sont différentes. C'est également le côté professionnalisant, donc parce que nous, on est élèves en 4e année à Unilassal Beauvais. Et c'est quand même un tournoi, donc on apprend l'organisation, on apprend la gestion, on apprend gérer un planning tout simplement, gérer des équipes. Et c'est très professionnalisant, on fait tout de A à Z, que ce soit la logistique, la communication, la restauration, on fait des repas, donc avec 550 bénévoles notamment. Et c'est très professionnalisant, ça nous aide beaucoup. Les entreprises aujourd'hui le reconnaissent. C'est formidable. Et donc, du coup, vous ressentez la même chose, Romane, de l'organisation. Vous vous occupez de quoi en particulier? Alors, nous, on s'occupe de la communication, donc faire connaître les Ovalies au grand public, vraiment faire connaître à tout le monde et surtout aux Beauvaisis et aux familles, aux amis, à tous ceux qui sont disponibles ce week-end-là. Et donc, moi, ça a plutôt été l'aspect rugby aussi. Pour la passion du sport, du rugby, de l'esprit d'équipe et de toutes les valeurs du rugby qu'on peut connaître et qu'on a connues il n'y a pas très longtemps avec la Coupe du Monde. Et vraiment aussi, comme Zoé l'a dit, l'aspect professionnalisant, c'est vraiment valorisant, même au-delà de l'école. Plus tard dans notre parcours professionnel, on peut parler et on peut dire qu'on a géré les Ovalies, quoi. Oui, effectivement, c'est un très grand événement. On peut-être un petit mot quand même, parce que vous l'avez dit, 250 matchs qui sont joués pour soutenir des associations. 3 assos, en l'occurrence. Endo France, qui est l'association française de lutte contre l'endométriose. Je pense qu'on dit Procitec pour l'association dédiée à l'étude et à la préservation du littoral méditerranéen. Et Un maillot pour la vie, une asso qui réalise les rêves d'enfants malades. Donc c'est aussi un engagement très particulier pour aller au-delà, effectivement, bien sûr, du rugby, mais s'engager pour des causes qui sont peut-être vraiment proches aussi des jeunes, qui sont donc l'endométriose, évidemment, pour toutes les filles, et que ça concerne les garçons, pour qu'ils sachent ce que c'est, bien entendu, l'écologie et les enfants malades.
Oui, c'est ça. En fait, tous les ans, ce sont de nouvelles associations qu'on soutient. Et tous les ans, on essaye de trouver des causes qui nous sont chères, à la fois en tant qu'étudiants, aussi également au niveau d'Unilassal. Et on essaye de toujours trouver des causes différentes pour soutenir le plus de monde possible. Et donc là, cette année, à la fois, on essaye de soutenir les femmes, également l'aspect environnemental et donc aussi les enfants. C'est toujours très important pour nous. Comment les fonds sont récoltés et redistribués ? Alors, les fonds sont récoltés déjà donc, via le tournoi, l'inscription des participants et également tout au long du week-end. En fait, dès que un participant va recharger sa carte pour manger, pour consommer, etc., tout est récolté également à la boutique parce qu'on a des textiles aux couleurs des Ovalie qu'on vend. Et donc, tout ça va être récolté et redistribué aux 3 assos. Donc, ce sera au mois d'octobre, la remise des chèques. L'année dernière, c'est 85 000 € qui ont été reversés à 3 associations. Donc, ça augmente tous les ans. On espère cette année dépasser ce chiffre. Bah oui, je vous le souhaite, bien entendu. Des parrains exceptionnels comme chaque année. Cette année, peut-être 4 parrains que vous pouvez nous dévoiler ? Oui, alors cette année, donc, il y aura Christian Califano qui va parrainer le tournoi de rugby à 15 masculin. Koumba Diallo, qui est une ancienne internationale française qui a joué avec les filles. Bah oui, on connaît quand même. Bah, attendez, Koumba Diallo. qui parraine le tournoi de rugby féminin, logiquement. Ouais. Et donc, Mathieu Lartaud qui soutient et qui parraine le tournoi de rugby en fauteuil. Ouais, et Damien Macré qui soutient et parraine le tournoi de pom-pom. Formidable. Donc ces parrains forcément ont un rôle à jouer en tant que figure emblématique pour pouvoir motiver, sensibiliser, communiquer comme vous le faites aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme rôle au sein de ces... ça dure combien de jours ? 2 jours ? 3 jours ? 3 jours. 3 jours. 2 jours de tournoi et le jeudi avec l'arrivée des joueurs. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont proposer d'autre, ces parrains ? Alors, ces parrains, ils vont nous accompagner tout au long du tournoi. Donc, c'est aussi de l'image pour que les jeunes... s'assimile par exemple à Christian Califano qui est une figure du rugby. Ils ont un rôle de communication pour nous et ils parrainent chacun, ils parrainent en tout cas Koumba et Christian Califano parrainent une des assos. Donc Christian Califano est parrain de Procitec Environnement, c'est son association, et Koumba Diallo est marraine de Un maillot pour la vie. Donc ils vont suivre ça, ils vont rencontrer les joueurs, ils vont également prendre part à la cérémonie d'ouverture vendredi matin. Donc, ils sont là, tous ces moments. Alors, évidemment, pour Unilassal, c'est une façon de pouvoir refiler le bébé à ses étudiants en leur disant « Allez-y, organisez tout ». C'est pas se décharger, j'imagine, mais c'est au contraire vous offrir une possibilité, comme vous l'avez dit précédemment, voilà, de vous professionnaliser. Est-ce que ça vous a apporté les mêmes choses que Zoé et Romane ? Oui, tout à fait. En fait, Unilassal nous soutient tant l'asso que chaque étudiant par leur personne. Tout au long de la scolarité, on a la chance de pouvoir faire partie d'associations différentes, puisqu'il y a énormément d'associations au sein de l'école. Et donc l'Ovalie étant une des plus grandes, ils nous soutiennent tant au niveau de nos cours. On apprend énormément de choses par la professionnalisation des Ovalies. Oui, la philosophie, c'est learning by doing. Donc, exactement. Apprendre en faisant. C'est un vrai support pour nous. Quand on a des questions, rien que pour l'organisation des Ovalies, on peut se référer à l'école. Ils seront là pour nous aider. Ils sont toujours derrière nous pour suivre tous nos projets et nous aider à ce niveau-là. Oui, parce que c'est quand même pas simple d'organiser un événement. On l'a tous plus ou moins fait, mais à cette échelle-là, quand même, c'est pas évident. Et vous l'avez dit, c'est de la gestion du management, de la communication, l'organisation, effectivement, de tous les repas. Et vous êtes aidé, vous l'avez dit, par des bénévoles. Qui viennent d'où, ces bénévoles ? Alors, donc 550 bénévoles qui viennent notamment du campus d'Unilassal Beauvais. En fait, pour la plupart des étudiants à Unilassal, c'est automatique quasiment de s'investir dans les Ovalies en étant bénévole. Également, cette année, on a des bénévoles de Unilassal Rouen et Unilassal Rennes qui viennent nous épauler dans l'organisation de cette 30e édition. Ah, génial. Et peut-être aussi les villages, les villes autour, avec des personnes qui peuvent intervenir ? Alors, qui ne sont pas bénévoles, mais les communautés de communes nous aident énormément pour l'organisation, notamment beaucoup de partenaires des villes autour qui nous aident, qui nous prêtent du matériel et qui permettent à cet événement de grandir chaque année.
Alors, une façon, encore une fois, et cela paraît assez évident peut-être pour nous, mais pas forcément pour tout le monde, de rappeler à quel point le sport est essentiel. Le fait de faire du sport, le fait de penser sport, parce que c'est une pensée aussi, c'est une philosophie. Le fait de pouvoir être solidaire, justement, l'esprit d'équipe, tout ça, ça joue beaucoup. Est-ce que c'est important pour vous aussi de communiquer là-dessus avec toutes les personnes qui vont participer à ce tournoi et qui vont venir, petits et grands, sur ce projet ? Alors oui, tout à fait. Les joueurs sont tous étudiants dans des écoles françaises, voire même européennes. Ils ont tous l'éducation du sport à l'école, etc. Et nous, par exemple, aux Ovalie, on a la chance de pouvoir accueillir des écoles de kiné et ostéo qui peuvent soutenir les joueurs dans leur week-end, les soigner et même les préparer physiquement à leur match. Et pour nous, c'est très important de mettre en avant le sport et les valeurs très importantes du rugby. Et le handisport, évidemment. Tout à fait. Bien sûr, il y a le rugby en fauteuil. Et donc, les journées sont ouvertes à toutes et on encourage les familles à venir pour faire découvrir donc le rugby masculin en tant bien que féminin, le rugby en fauteuil qui est très important et c'est une discipline qui se développe. Ouais. Cette année, on a une dizaine d'équipes de rugby en fauteuil qui viennent jouer. Donc c'est une belle façon de promouvoir le sport, notamment avec Mathieu Lartaud, qui est une figure de la discipline et qui va nous accompagner. Et qui va porter effectivement cette édition, cette 30e édition donc, des Ovalie Mis-la-Salle, qui aura lieu le 9 et 10 mai, c'est ça, je ne me trompe pas 9 et 10 mai, voilà, à Beauvais. Je pense que ce sera fléché, facile à trouver. Oui. On arrivera, voilà. On peut acheter les billets sur un site. Alors, il n'y a plus de billets disponibles. Donc, pour les joueurs, déjà, les inscriptions sont faites. Et pour les soirées, on est en sold out partout. Donc, les journées sont bien évidemment ouvertes à tout le monde. Mais pour gratuites. Et gratuites, bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus, donc gratuitement, donc de 8h à 18h la journée pour profiter du tournoi. Et découvrir toutes les animations et les tournois présents ce jour. Mais malheureusement, les soirées et les Ovalie sont victimes de leur succès pour les soirées. Eh ben c'est très bien, on vient participer et on s'inscrit pour l'année d'après. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, Romane Jumel et Zoé Janssen, d'être venues nous parler des Ovalie. Uni-la-Salle, 30e édition. Merci à vous. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Nous partons chez nos amis les Suisses aujourd'hui, puisque le Conseil national a adopté un projet qui introduit le principe d'éducation non violente dans le Code civil. 134 voix pour, 56 contre, et il a fallu du temps avant que ce projet de loi apparaisse et ne soit voté. Il a quand même été déposé en 2019, ça n'est pas récent. Alors en Suisse, les châtiments corporels sont déjà poursuivis au niveau pénal, mais cette nouvelle mesure est avant tout préventive et surtout symbolique, car la liberté éducative des parents n'est pas remise en cause. Toutefois, le rapporteur de la commission rappelle le contexte sociétal de cette problématique. La fessée ou par exemple la baffe ne font plus partie de l'arsenal punitif de l'éducation en Suisse, ou du moins elles ne sont plus admises comme telles. Le Code civil va préciser désormais que les parents doivent élever leurs enfants sans recourir à la violence, ce qui inclut explicitement les châtiments corporels ou encore les traitements dégradants. Écoutez ce qu'en pense Manfred Böller, il est conseiller national Union démocratique du Centre. Il était d'ailleurs contre ce projet. Écoutez. Je crois que le code pénal est clair. La violence physique est interdite dans notre pays. Il en est bien ainsi et je crois que cela suffit. D'inscrire une sorte de droit un peu nébuleux, qui n'est pas un concept juridique précis, une éducation non violente. Qu'est-ce que c'est ? Dans le code civil, ne va rien amener. Ça va juste amener davantage de confusion dans l'éducation des enfants et je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Alors ces dispositifs envoient un signal clair. Selon le rapporteur, la société suisse rejette toute forme de violence éducative. Alors par rapport au droit pénal qui est donc déjà en vigueur, Guillaume, qu'est-ce que ça va changer pour les parents ? Le droit civil est renforcé, si vous voulez, pour étendre les droits et les obligations de signalement en cas notamment de soupçons de mise en danger du bien de l'enfant. L'inscription de ce principe dans la loi pose un cadre non seulement pour les parents, mais aussi pour les offices de consultation
l'éducation ou les services sociaux. La parole sera mieux donc entendue et récupérée. Le projet renforce là aussi la prévention puisque le Conseil fédéral souhaite lancer une campagne nationale de sensibilisation, encore d'information. Alors sachez que le Conseil des États va se pencher encore sur ce dossier. C'est un peu comme en France, il faut qu'il y ait donc cette bascule entre l'Assemblée et le Sénat. C'est la même chose en Suisse. Si on regarde dans le détail, les associations alertent sur les violences à la maison, parce qu'on comprend. Effectivement, dans un communiqué récent en date du 30 avril, la protection de l'enfance suisse, qui est une fondation indépendante de droit privé, estime que dans chaque classe, on compte en moyenne 1 à 2 enfants qui subissent régulièrement des violences physiques à la maison. Et la violence physique, elle ne laisse pas de bleu, cela peut aussi être de la violence morale et psychologique. Écoutez la directrice de la protection de l'enfant suisse, Regula Bernung-Hug. Si on avait une loi qui dit clairement que l'éducation sans violence est la norme et que le reste ne l'est pas, eh bien alors les parents se sentiraient moins seuls et ils auraient ainsi accès à des prestations d'accompagnement en cas de conflit à la maison. Alors pour vous donner quelques chiffres, un enfant sur 7 subit encore régulièrement des violences physiques à la maison. Près d'un enfant sur 5 est régulièrement victime de violences physiques. Près d'un enfant sur 5 est puni par ses parents avec des coups notamment et des fessées. On a un enfant sur 10 qui se fait tirer les cheveux, voire même gifler. Et 30% des parents blessent leurs enfants avec des mots ou encore des insultes. En 2023, on avait près de 2100 enfants qui ont dû être hospitalisés quand même pour les raisons de mise en danger. C'était quand même une hausse de 11% par rapport aux années précédentes. Tout ça, c'est pour la Suisse. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel, Guillaume, de ce qui se passe en France ? Eh bien, nous, c'est depuis 2019. On a fait partie du 56e État à bannir les châtiments corporels. 40 ans après la Suède, il a là aussi fallu attendre chez nous en France une proposition de loi qui visait à interdire les violences éducatives ordinaires, les coups, les gifles, les humiliations, les insultes ou encore les moqueries qui a donc été adopté le 2 juillet 2019. Un texte adopté à main levée à l'unanimité, inscrit là aussi dans le Code civil, à l'article qui est lu lors des mariages, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Alors, est-ce que les choses ont changé ? J'ai envie de vous dire non, car dans une récente étude de la Fondation pour l'enfance qui a été publiée, on ne parle pas d'il y a quelques années, on parle d'il y a un an, 2024, près de 8 Français sur 10 disent savoir ce que sont justement les violences éducatives ordinaires, mais 8 sur 10, c'est quand même beaucoup, disent y recourir. Ainsi, le fait de traiter par exemple l'enfant de bon à rien est une violence éducative ordinaire pour 70% des parents interrogés. Le fait de bousculer, là aussi, reste important, 69%, ou encore donner une gifle ou l'enfermer dans le noir pour qu'il puisse comprendre. Ça existe, il y a encore un an, 68% des parents disent le faire. Concernant la loi de 2019, on a 70% des parents qui la connaissent, qui en ont entendu parler, mais qui voient cela comme étant purement symbolique. Et selon le baromètre, 24% des parents donnent encore la fessée à leurs enfants. Ça reste énorme. De même, 21% ont bousculé, là aussi, leurs enfants. 16% ont donné des gifles au cours des 7 derniers jours. Et il faut quand même avoir ça en tête. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de boulot à faire. Oui, c'est même pas les 7 derniers mois ou des 7 dernières années, on est sur les 7 derniers jours. Par rapport au sondage qui a été effectué. Sur une semaine, effectivement, il y a beaucoup de parents, 21% qui ont donné des fessées. Donc, il y a encore beaucoup de choses à changer dans la mentalité des parents. Exactement, oui, il y a beaucoup de choses à changer. Merci beaucoup, merci Guillaume. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que vous envisagez d'autres formats ? C'est quoi les prochaines étapes pour EasyLex alors ? Alors, comme elle a dit, on a une version bêta qui est actuellement testée dans 3 écoles. Ces tests bêta arrivent à un terme. Donc là, on souhaite avoir un lancement pour la rentrée de septembre 2025, fort des enseignements qu'on tirera de cette phase de test bêta. Donc, on sait déjà les améliorations apportées à notre solution. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités à apporter pour rendre encore plus accessible la lecture. Et justement, outrepasser le simple fait de télécharger un document, d'avoir des supports pédagogiques directement consultables en ligne. On pense à des bibliothèques d'ouvrages directement transformées et consultables directement. Donc, il y a plein de pistes d'amélioration. Là, on a vraiment posé des bases et il y a énormément de choses à faire pour aller dans ce sens-là et rendre la lecture toujours plus accessible. Bien sûr, et puis on imagine aussi que les manuels scolaires aussi, qui sont maintenant numérisés, pourraient se retrouver dans EasyLex pour rendre la lecture beaucoup plus simple aussi, parce que quelque part, quand on est dyslexique, je l'imagine, en tout cas, mais je ne le suis pas, mais vous allez nous raconter, Vincent, que l'éducation, le parcours scolaire, c'est un parcours du combattant aussi. Oui, tout à fait.
Tout à fait. La lecture, moi j'en ai toujours eu peur, hein. J'en ai pleuré des fois en rentrant chez moi. On devait faire des études de texte au collège, en primaire, et c'était tout simplement horrible. Mais j'ai eu la chance déjà d'avoir une enseignante de CP qui a su reconnaître les premiers signes de la dyslexie, qui en a averti mes parents. J'ai eu la chance d'avoir des parents réceptifs qui ont décidé de m'emmener consulter un orthophoniste, et j'ai fait 12 ans de rééducation auprès d'un orthophoniste, donc du CP à la terminale. Donc c'est pas anodin, mais quand on a un accompagnement comme ça et que tout se passe comme devrait se passer, et on est une minorité dans ce cas-là, eh ben, on peut avoir une scolarité tout à fait normale. Isabelle, comment s'est fait le choix des films ? Alors, le choix de films... Je choisis en fonction des programmes, en fait, puisque je travaille beaucoup avec les programmes scolaires, en fait, dans l'élaboration de certains programmes aussi. Donc, je regarde vraiment le programme et je regarde ce qui pourrait aider, ce que moi, en tant que prof, ce dont j'ai besoin, déjà. Et puis aussi, je parle à mes collègues ou à mes anciennes collègues, ou à des... Voilà. Et je regarde, bon, voilà, par rapport à ça, de quoi tu as besoin, de quoi... Et puis, les élèves aussi, parfois, me disent, j'ai pas compris ça. Et là, en ce moment, il y a vraiment une thématique sur laquelle j'essaye d'approfondir un petit peu, c'est le grand oral. Parce que le sujet du grand oral, c'est difficile à trouver. Et les documentaires, les films, c'est une formidable, c'est vraiment une source pour trouver son sujet de grand oral. Donc c'est vraiment, j'écoute beaucoup. En fait, mes élèves, mes collègues, je passe mon temps à poser des questions, je suis un peu embêtante pour ça. Mais c'est vraiment la curiosité. Et puis après, je regarde par contre toutes les sources parce que je m'assure qu'elles soient adaptées. Et oui, comment on s'assure de la qualité pédagogique d'un film, justement ? Alors déjà, ça doit être un travail minutieux, en fait. C'est assez minutieux. C'est-à-dire que chaque date, chaque événement, il faut vérifier. Je vérifie tout parce que il y a quand même des petits dangers parfois par rapport au public. Là, il y a une formidable série qui est sur George Sand, mais qui n'est pas forcément adapté à des jeunes, donc c'est ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est pas forcément, c'est un film, c'est vraiment une série magnifique, plutôt fidèle sur le fond, mais voilà, pas forcément adapté pour voilà, l'audience. Voilà, donc et je me mets toujours ce filtre. Est-ce que moi je le montrerai en classe, en fait, j'ai quand même, voilà, l'expérience me guide en fait par rapport à ce que je montre, ce que je pourrais montrer. Vous consacrez, Elsa Godard, tout un chapitre au corps des mères, sous l'angle, alors à la fois, j'allais dire, assez classique de la question des apparences, mais aussi sous l'angle médical. Et vous dites en fait, du moment qu'une femme va devenir mère, du moment où elle tombe enceinte, elle est enceinte. En plus, j'ai écrit parce que tomber, je trouvais ça pas approprié. Elle est enceinte, elle est à la fois dépossédée de son corps et réduite à son seul corps par la médecine. Oui. Et ça, c'est une expérience qu'on raconte rarement aussi. Alors, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on a la chance, il y a beaucoup de désagréments à l'usage du virtuel, mais il y a quand même une possibilité d'une libération de parole. Et on entend de plus en plus de revendications, notamment avec le traitement, alors médical au sens très large. Ça peut être la prise en soin à l'hôpital par des infirmiers, des infirmières, des médecins, bien évidemment, des gynécologues. Mais on a toutes des histoires de grossesse et d'accouchement, alors que c'est certainement la chose la plus naturelle, presque la plus animale qui soit. Et en même temps, ça ne se passe jamais simplement. Il y a toujours des effractions, des problématiques particulières. Et puis, il y a la question du corps depuis le moment où on tombe enceinte, c'est-à-dire la fécondation, jusqu'au moment où ce que j'appelle les pathologies du quotidien. Parce que ça, c'est un champ. Alors, ça fait des années que je travaille sur une psychopathologie de la vie hyper et cybermoderne. Et dans ce contexte-là, je me rends bien compte que le contemporain produit ses propres symptômes. C'est vrai que vous avez mentionné dans vos différents passages dans les médias vouloir faire quelque chose pensé pour les personnes comme vous. Comme vous, c'est dyslexique notamment. Quelles étaient vos difficultés spécifiques que vous avez pu rencontrer au cours de votre parcours, notamment scolaire, et qui vous a donné envie de créer EasyLex ? Oui, tout à fait. Donc, les difficultés d'un élève dyslexique et les difficultés que j'ai vécues moi-même, c'est énormément de fatigue à l'issue d'une journée de cours. On doit lire, déchiffrer un texte. Chaque syllabe, c'est assez énergivore. Et on se pose pas mal de questions. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais réussir ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et ces questions qu'on porte soi-même et aussi son entourage, ses parents. Je me souviens une phrase que mon orthophoniste avait dit à mon papa. Ne vous en faites pas, votre fils ne va pas forcément faire. On destinait beaucoup les personnes dyslexiques à des métiers pas forcément à des études longues, que ce soit littéraire, scientifique ou peu importe.
Donc, c'est de cette expérience que j'ai décidé de lancer EasyLex. EasyLex, alors justement, racontez-nous peut-être un peu plus de manière concrète pour celles et ceux qui se retrouvent peut-être aussi dans votre parcours que vous venez de nous partager. Qu'est-ce que ça leur permet de faire aujourd'hui? Alors, EasyLex, c'est une solution assez simple. C'est une plateforme web sur laquelle on peut se connecter et télécharger un document qu'on souhaite lire, que ce soit un document papier ou un document PDF. Donc, on peut soit prendre une photo, si on est équipé d'un smartphone ou d'une tablette, ou soit charger directement le document. Et ensuite, on reçoit un nouveau document informatique, un nouveau PDF avec une mise en page qui est optimisée pour la lecture des personnes dyslexiques. Donc, on vient changer l'espacement entre les lettres, entre les lignes, on vient changer la police, sa taille, la couleur de fond pour casser le contraste. Et tout ça, c'est des éléments de mise en page qui ont été éprouvés par la science et qui sont issus de la littérature scientifique. Et ça permet justement de réduire cette fatigabilité et d'augmenter le confort de lecture. Solène, beaucoup de jeunes sont passés à votre micro. Globalement, qu'est-ce que vous retenez? Quel impact le digital a sur leur façon d'apprendre? Souvent, en fait, on était surpris de leurs réponses ou de leur vision des choses, parce qu'encore une fois, on le voyait avec notre position d'adulte, de parents. Et je me souviens d'une petite qui nous avait dit, mais en fait, moi, si je suis sur mon téléphone, c'est juste parce que je m'ennuie. Et en fait, ce qui semble être du bon sens, mais à ce moment-là, sa maman lui disait, arrête d'être sur ton téléphone. Et en fait, ce qui était assez marrant dans ces échanges, c'est que les plus jeunes devaient avoir 7 ans, les plus âgés 20. Et en fait, ils avaient tous un rapport assez particulier avec le digital, mais ils en tiraient toujours des conséquences. Ils avaient vraiment conscience qu'ils y passaient trop de temps, ou c'était pas bien. Mais ils étaient happés par l'algorithme, par les copains, la pression aussi des copains. Je me souviens d'une petite où les parents ont décidé collectivement dans un groupe de copines d'enlever les téléphones portables, et ils ont tous remis une ligne fixe chez eux. Alors que plus personne n'a une ligne fixe. Mais en fait, ils en avaient tellement assez des chamailleries qu'il pouvait y avoir, parce que émotionnellement, elles n'étaient pas assez grandes en fait pour gérer toutes les émotions de t'es ma copine, t'es plus ma copine, et puis ça passe par un WhatsApp, un Insta, etc. Donc en plus elles avaient 10 ans, donc elles étaient vraiment petites, et donc ils avaient tous remis une ligne téléphonique. Parce que finalement, je me suis posé la question de savoir maintenir les mères sous le joug d'une telle impossibilité à être et à vivre. Ça sert qui et quoi? Eh bien, je me suis bien rendu compte que c'était une manière contemporaine, une réaction, là où le patriarcat avait subi des affronts terribles. Alors, parmi ces affronts, on voit tout le combat féministe, pour ne citer que la vague à partir de Beauvoir, des années 50. À partir de là, le coup MeToo qui a asséné un coup supplémentaire. Entre-temps, il y avait eu la vague des années 70. Absolument. Avec un certain nombre de décisions juridiques. Trois grands repères. Tout à fait. Et puis, pour moi, il y a eu quand même un coup fatal qui a été la légalisation de la PMA. Parce que finalement, symboliquement, dans le champ... La procréation médicalement assistée. Voilà, en 2021. Parce que symboliquement, dans le champ social, ça veut dire qu'une femme peut légalement enfanter sans père, qu'elle devient chef de famille à part entière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les repères sont complètement inversés. Non seulement c'est une possibilité médicale, mais c'est surtout légalisé du point de vue social. Mais là où il y a un hiatus, un gap, un problème, c'est que si c'est légal, ce n'est pas encore rendu légitime. Et pour moi, il y a eu une réaction défensive de la part de l'idéologie patriarcale, qui encore une fois n'est pas genrée. Il y a eu une réaction défensive qui consiste à durcir la domination sur les femmes à partir du champ de la condition matérielle. Et vous voulez cette petite liberté, cette immense liberté en plus, vous allez le payer. Exactement. Voilà. Et c'est ce que ça ne vient pas forcément, vous le soulignez, des hommes particulièrement. Surtout que l'amalgame ne soit pas fait, ce serait terrible. C'est pourquoi que j'emploie des termes d'idéologie patriarcale, d'une part, et surtout de condition maternelle. Moi, j'en appelle à une révolution de la condition maternelle dans le champ social. Voilà pour le Zap. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, la réal Romain Luc, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Redmond, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Guillaume Buan, qui est donc journaliste sur le Grand JT. Vous revenez jeudi, Guillaume? Tout à fait, jeudi. D'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vous retrouve demain. Ciao.